C'est une nouvelle guerre des étoiles. Sam Altman, le PDG d'OpenAI et donc de ChatGPT, veut rivaliser avec le milliardaire Elon Musk en investissement lui aussi dans l'espace. Il souhaite notamment utiliser l'énergie solaire pour développer l'IA sur Terre. Mais alors comment compte-t-il faire tout cela? Pourquoi est-ce que les milliardaires de la tech veulent autant conquérir l'espace? Et pourquoi est-ce que tout cela fait autant réagir et débat? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Et c'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour sur YouTube et en podcast audio. Alors déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, faut savoir que ça fait un moment que les deux hommes d'affaires sont en concurrence. À l'origine, faut savoir que Elon Musk et Sam Altman, ils étaient tous les deux cofondateurs d'OpenAI, qui est donc la maison mère de ChatGPT. Mais Elon Musk a finalement quitté l'entreprise en 2018 suite à des désaccords. Depuis, je vous passe tous les détails d'ailleurs d'embrouilles qu'on a pu voir notamment sur X, mais les deux hommes, ils sont en compétition dans de nombreux domaines technologiques. Concernant l'IA, il y a Elon Musk qui possède l'IA Grok via son entreprise xAI. Il y a aussi Sam Altman donc avec OpenAI et ChatGPT. Et l'autre élément de concurrence, c'est toutes ces interfaces qui viseraient à connecter directement le cerveau humain à un ordinateur. On a déjà eu l'occasion d'analyser tout ça dans ce format des actus du jour et de voir à quel point ça fait débat. Mais il y a donc d'un côté Elon Musk qui possède son entreprise Neuralink et de l'autre côté Sam Altman qui possède lui l'entreprise Merge Labs. Bref, c'est pas le sujet du jour, mais juste pour bien comprendre, les deux hommes d'affaires, ils sont concurrents dans de très nombreux domaines de la tech. Mais jusqu'ici, le domaine spatial, il était largement dominé par Elon Musk, le tout via une entreprise, SpaceX, une entreprise privée américaine de transport spatial qui a été créée en 2002. Aujourd'hui, l'entreprise est devenue tellement importante qu'elle possède des partenariats avec la NASA. Et c'est pas simplement un partenariat en fait. Aujourd'hui, la NASA, il faut le dire, repose énormément, voire dépend presque de SpaceX sur certains secteurs clés de leurs explorations. SpaceX fournit notamment à la NASA depuis 2020 le vaisseau Crew Dragon qui est utilisé pour emmener des astronautes vers la station spatiale internationale. Et si je vous parle de tout ça aujourd'hui, c'est parce que selon le quotidien américain The Wall Street Journal, eh bien Sam Altman tente depuis cet été d'acquérir ou de s'associer à une entreprise de fusée. On parle ici d'un fabricant américain qui s'appelle Stoke Space. Selon des personnes proches des négociations qui ont été citées par le journal, les discussions entre Stoke Space et OpenAI se sont intensifiées à l'automne. OpenAI proposerait notamment d'investir plusieurs milliards de dollars au fil du temps dans Stoke Space pour devenir à terme actionnaire majoritaire et donc pleinement propriétaire de l'entreprise. Mais pour l'instant, il y a assez peu d'autres détails qui ont fuité, si ce n'est que les discussions, elles semblent aujourd'hui au point mort, potentiellement suite à des désaccords donc dans les négociations. Mais alors pourquoi est-ce que Sam Altman s'intéresse autant à Stoke Space? Eh bien en fait, l'entreprise, elle est actuellement en train de développer une fusée qu'elle souhaite rendre entièrement réutilisable. L'objectif donc, c'est que les principaux composants de la fusée puissent être récupérés pour qu'elle puisse être relancée en quelque sorte plusieurs fois. Ça permet donc de réduire les coûts et de réduire les déchets. C'est un objectif qui est également partagé aujourd'hui par SpaceX. On peut donc voir déjà donc ici une forme de rivalité et de concurrence entre les deux hommes. Bon, mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que Sam Altman, s'il souhaite se lancer dans le spatial, et on va voir tout ce qui fait débat après, mais s'il souhaite le faire, eh bien c'est quand même plus facile d'investir dans une entreprise qui existe déjà. En effet, construire des fusées ou aller dans ce genre de choses, c'est pas des choses qui se font comme ça en un claquement de doigts, on peut pas le faire chacun de notre côté. Il faut passer évidemment par de nombreuses démarches, qu'elles soient administratives et réglementaires. Tout ça peut prendre plusieurs années, et donc en investissant dans une société déjà opérationnelle, eh bien Sam Altman pourrait donc aller beaucoup plus vite. Bon, là j'ai commencé par le comment, mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû commencer par le pourquoi. Pourquoi est-ce que Sam Altman et les autres géants de la tech veulent se développer comme ça dans l'espace? Eh bien parce que pour Sam Altman, c'est synonyme potentiellement de développement de son intelligence artificielle. Et pour dire les choses simplement, leur objectif à terme serait d'installer, attention, des centres de données directement dans l'espace. Les centres de données, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, c'est donc ces espaces conçus pour stocker, traiter et entraîner des modèles d'intelligence artificielle, notamment, enfin là en tout cas on parle d'IA aujourd'hui, et plus l'IA se développe, plus elle a besoin de ces centres de données. Sauf que ces centres de données, ils posent aujourd'hui un certain nombre de problèmes. Le problème majeur dont on a déjà beaucoup parlé sur la chaîne, c'est que ces serveurs, ils consomment énormément d'électricité, ce qui représente une importante pression sur le réseau électrique et une importante pression derrière évidemment sur l'environnement, d'autant plus si cette électricité elle est produite à partir d'énergies fossiles, par exemple à partir du charbon. Et par ailleurs, ces systèmes, comme tout appareil électronique, ça chauffe, il faut donc les refroidir, ce qui nécessite des systèmes complexes notamment liés à l'eau, et ça pose là aussi des problèmes extrêmement importants d'un point de vue environnemental. Et c'est donc là que pour certains, l'espace apparaît comme une solution potentielle. En installant des data centers, donc des centres de données en orbite autour de la Terre à
un peu comme des satellites. L'énergie serait fournie par le soleil 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sans nuages ni cycle jour-nuit, selon l'emplacement en tout cas des data centers dans l'espace. Et ces data centers, ils pourraient également évacuer directement la chaleur dans le vide spatial, évitant ainsi, selon eux, tout risque de surchauffe. Bref, certains estiment donc que c'est une sorte d'environnement idéal, je dis ça avec des grosses guillemets, mais d'environnement idéal pour ces infrastructures, et c'est pourquoi Google, SpaceX, Amazon ou encore Nvidia sont actuellement en train de se pencher sur le sujet et de voir s'il y a des choses à développer dans les prochaines années. En Europe, il y a le projet Ascend qui a été mandaté par la Commission européenne et qui juge notamment l'idée techniquement réalisable, et elle affirme que de tels projets pourraient à long terme être rentables avec une empreinte carbone plus faible que les data centers, donc les centres de données qui sont présents sur la Terre. Cela dit, évidemment, il faut être extrêmement précautionneux sur ce genre de sujet. Il y a plein de questions extrêmement importantes qui se posent. Comment rendre les coûts de lancement déjà dans l'espace viables? Comment aussi réparer ou faire de la maintenance de tels centres qui se retrouvent dans l'espace? Est-ce que ces data centers seront assez performants pour répondre en temps réel aux demandes faites sur Terre? Est-ce que par ailleurs, il y a d'autres enjeux, d'autres problèmes qui ne sont pas encore soulevés aujourd'hui par les ingénieurs? Et puis au-delà de ça, certains estiment que ce projet-là, c'est potentiellement une sorte de mirage, c'est-à-dire une solution basée sur la technologie qui est avancée à l'avenir, mais qui en réalité cache en quelque sorte le problème actuel. Et le problème actuel, on en parle très régulièrement sur la chaîne, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une consommation, notamment d'un point de vue énergétique, qui est absolument catastrophique et qui, elle, en l'occurrence, se poursuit chaque jour et a un impact sur la planète qui est absolument colossal. Bref, dans tous les cas, ça me semble intéressant d'analyser cette sorte de guerre des étoiles, je le disais donc, avec des géants, et donc notamment OpenAI ici, qui tentent d'aller sur ce domaine-là. Vous le savez, je pense, si vous suivez la chaîne, au-delà de nos autres sujets d'actualité, on essaie d'analyser au quotidien aussi la question de l'intelligence artificielle et de son impact à tout point de vue, qu'il soit technologique, qu'il soit environnemental, qu'il soit aussi économique. On a fait d'ailleurs la une de nos actus du jour la semaine dernière sur l'impact, notamment sur les prix de la mémoire vive et à quel point est-ce que ça pourrait impacter les prix d'autres produits électroniques. On a aussi analysé la question du risque de bulles liées à l'IA. Je vous renvoie aux actus du jour qu'on a déjà fait sur le sujet. N'hésitez pas à me dire en tout cas dans les commentaires si ce genre de sujet et d'analyse vous intéresse. Je vous laisse avec Samy pour le reste de l'actualité et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous, on commence avec cette actu. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit prêt ce mardi à organiser une élection présidentielle mais avec l'aide des États-Unis. En fait, le président américain Donald Trump accuse régulièrement le président ukrainien de se servir de la guerre pour ne pas organiser une nouvelle élection présidentielle, ce qu'il a de nouveau fait ce mardi. Cet argument revient d'ailleurs souvent chez les personnes critiques de Volodymyr Zelensky, à commencer par le président russe Vladimir Poutine. Normalement, la fin officielle du mandat de Zelensky était prévue le 20 mai 2024, sauf que depuis, il est resté chef d'État en vertu de la loi martiale qui interdit l'organisation de nouvelles élections tant que la guerre se poursuit. Et donc c'est dans ce contexte que Volodymyr Zelensky a réagi aux critiques du président américain en déclarant, je cite, « Je demande maintenant aux États-Unis de m'aider à garantir la sécurité pour la tenue d'élections ». Le président ukrainien a également affirmé demander aux députés de préparer des propositions pour pouvoir organiser des élections, et ce même en temps de guerre. Toujours selon Volodymyr Zelensky, les élections devraient se tenir dans les 3 prochains mois, on suivra ça. Deuxième actu, au moins 22 personnes sont mortes dans l'effondrement de 2 immeubles dans la ville de Fès au nord du Maroc, selon un bilan provisoire relayé par l'agence de presse officielle marocaine MAP. Ce mardi soir, aux alentours de 23h30, dans le quartier Al-Moustakbal, 2 immeubles voisins de 4 étages habités par 8 familles se sont effondrés l'un après l'autre, et 16 autres personnes ont été blessées à divers degrés de gravité selon MAP. Actuellement, les opérations de recherche se poursuivent pour sauver d'autres personnes qui pourraient être sous les décombres, toujours selon MAP. Le quartier a été bouclé afin de permettre l'inspection des autres bâtiments proches du lieu de l'effondrement qui ont été évacués, et une enquête préliminaire a été ouverte afin de déterminer les raisons de ce drame. Selon un témoin de l'incident, interrogé par le média marocain 360, les victimes sont d'anciens habitants de bidonvilles qui avaient bénéficié d'un programme de relogement. Troisième actu, plus de 500 000 personnes ont été évacuées dans les régions situées entre la Thaïlande et le Cambodge, 2 pays d'Asie du Sud-Est. Ce mercredi, les autorités des 2 pays ont annoncé l'évacuation de 400 000 personnes du côté thaïlandais et 100 000 personnes du côté cambodgien. On en parlait ces derniers jours, depuis dimanche dernier, les affrontements ont repris dans les zones frontalières entre les 2 pays. Les 2 parties s'accusent mutuellement d'avoir déclenché la reprise des hostilités qui ont fait au moins 11 morts, 7 civils cambodgiens et 4 soldats thaïlandais selon les derniers bilans des autorités. Le Cambodge et la Thaïlande se disputent de longue date des morceaux de territoire le long de leurs frontières et s'étaient déjà affrontés en juillet pour la même raison. On continuera de vous informer sur l'évolution de la situation. Quatrième actu, et c'est un autre sujet dont on vous parlait hier, suite à des images dévoilées par France Info montrant un enfant placé dans un foyer à Paris se faire raser le crâne par une éducatrice en guise de punition. Stéphanie Rist, la ministre de la Santé, des Familles, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, a affirmé ce mercredi avoir saisi la justice. Sur X, elle a condamné, je cite, fermement ces faits inacceptables. Elle affirme que raser les cheveux d'un enfant comme sanction est une
une atteinte grave à sa dignité. À la suite de la publication de l'article de France Info, le parquet de Paris avait aussi annoncé ce mardi avoir ouvert une enquête pour violence volontaire. Ce mercredi, la défenseure des droits a également annoncé s'autosaisir de ce dossier. Alors pour l'instant, il n'y a pas de procès de prévu, mais selon le code pénal, des violences, même sans incapacité totale de travail comme ici, peuvent entraîner jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Et avec ces circonstances, les peines peuvent monter à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende, étant donné que la victime est mineure. Cinquième actu, 9 personnes sur 10 considèrent qu'il existe des discriminations dans l'emploi. L'âge, l'origine, la couleur de peau et les projets de parentalité font partie des motifs les plus cités. C'est la conclusion d'un nouveau rapport de la Défenseure des droits publié ce mercredi. La Défenseure des droits, c'est une institution chargée de protéger les droits et libertés des citoyens et de veiller au respect de l'égalité. Et cette enquête a notamment étudié les évolutions des discriminations dans l'emploi entre 2016 et 2024. Selon l'enquête, l'âge constitue le critère le plus souvent cité à 42% pour les personnes qui ont déclaré avoir été discriminées lors d'une recherche d'emploi. Viennent ensuite l'origine et la couleur de peau qui sont le deuxième motif le plus cité par les personnes interrogées. Et l'enquête souligne que les discriminations liées à la situation familiale sont également beaucoup plus rapportées par les femmes à 24% que par les hommes à 5%. Selon ce baromètre, 22% des femmes âgées de 25 à 34 ans se voient encore aujourd'hui poser des questions sur leur projet de parentalité, ce qui est en théorie interdit. En France, la discrimination à l'embauche est un délit. L'employeur risque jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende, voire 225 000 € pour une entreprise, en plus d'éventuels dommages et intérêts à verser à la victime et des sanctions administratives. La Défenseure des droits appelle donc à mieux mesurer les discriminations et à former et informer les employeurs afin de déconstruire les stéréotypes. Le reste de l'étude est en description. Sixième actu, aux États-Unis, Aileen Higgins est devenue ce mardi soir la première femme maire de la ville de Miami, en Floride, et a également largement battu le candidat républicain, donc du camp de Donald Trump. C'est assez majeur car c'est la première fois depuis 28 ans que Miami élit un maire démocrate, donc du camp de Joe Biden. C'est un peu loin pour nous, mais il faut savoir que ces résultats étaient assez attendus aux États-Unis. Donald Trump était même intervenu publiquement pour soutenir Emilio González, le candidat de son camp, en appelant les électeurs à se mobiliser. En fait, pour certains analystes, ce vote illustre notamment un certain rejet de Donald Trump en Floride, un état qui a majoritairement voté pour lui aux 3 derniers scrutins présidentiels. C'est aussi dans cet état que se situe Mar-a-Lago, la résidence secondaire du président américain, où il passe beaucoup de temps. Et on termine avec cette actu, si jamais vous voulez voir un match de l'équipe de France pendant la Coupe du Monde 2026, ça va peut-être se jouer à partir de ce jeudi 11 décembre. Une troisième phase de mise en vente des billets pour le tournoi va débuter ce jeudi, donc à partir de 17 h et durera jusqu'au 13 janvier. Si vous êtes intéressé, ça se passe sur le site de la FIFA. Les prix des billets vont de 50 à 700 € selon les catégories. Ces billetteries fonctionnent sur tirage au sort. Si vous êtes sélectionné, vous devriez recevoir un courriel et vous serez débité automatiquement du montant des places en février selon la FIFA. Pour rappel, la prochaine Coupe du Monde de football aura lieu du 11 juin 2026 au 19 juillet 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Si vous voulez voir des matchs, il faudra donc avoir un visa. Selon les autorités américaines, les démarches pourront notamment être facilitées si vous possédez un billet. Merci beaucoup Samy pour ces actualités. Bienvenue au passage à tous les nouveaux, vous êtes de plus en plus nombreux, que ce soit sur YouTube et en podcast audio sur les différentes plateformes. Merci vraiment pour votre confiance. On continue à essayer de vous proposer au quotidien différents sujets d'actualité suite à vos différents retours dans les commentaires. Merci d'ailleurs pour votre temps et vos suggestions, que ce soit en podcast ou alors sur YouTube. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.